vers une psychologie intégrative. Articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. Depuis plusieurs décennies, les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles ont construit un ensemble cohérent de techniques, de modèles et de stratégies destinés à comprendre et à soulager la souffrance psychique. Elles se fondent sur l'observation, l'expérimentation et la mesure. Elles ont permis de clarifier les mécanismes de l'apprentissage, de décrire les processus mentaux qui entretiennent les troubles émotionnels, et de proposer des outils concrets pour favoriser le changement. En ce sens, elles ont apporté une contribution décisive à la santé mentale contemporaine. Cependant, il apparaît que cette approche, aussi précieuse soit-elle, s'arrête souvent aux portes du sens profond de l'émotion. Car si les thérapies comportementales et cognitives permettent de décrire comment l'émotion se déclenche, se maintient ou se modifie, elles laissent souvent en suspens la question de son origine ultime et de sa fonction dans le destin de l'individu. C'est précisément à ce niveau que l'anthroposophie propose une autre vision, complémentaire plutôt qu'opposée. En effet, l'anthroposophie ne cherche pas à invalider les acquis de la psychologie moderne, mais à les dépasser en les réinscrivant dans une vision élargie de la nature humaine. L'objectif de ces podcasts est donc de mettre en regard ces deux approches, en les considérant non comme contradictoires, mais comme éclairant des plans différents de l'expérience humaine. Il ne s'agit pas de faire dialoguer deux systèmes théoriques abstraits, mais de confronter deux manières d'écouter la souffrance, de l'accueillir, de la transformer. Ce dialogue vise à enrichir la compréhension de l'émotion en l'abordant à la fois dans son fonctionnement observable et dans son origine spirituelle, afin de tracer une voie intégrative au service de l'être humain dans sa totalité. La psychologie contemporaine, dans ses formes comportementales, cognitives et émotionnelles, permet de mettre en lumière avec précision les mécanismes mentaux et physiologiques qui accompagnent les troubles émotionnels. Grâce à elle, on comprend mieux comment les conditionnements précoces, les schémas de pensée ou les croyances dysfonctionnelles influencent nos réactions. De nombreuses techniques ont été développées pour identifier ces mécanismes et les modifier. Restructuration cognitive, exposition graduée, thérapie de pleine conscience ou encore techniques de régulation émotionnelle. En effet, la psychologie actuelle repose sur une observation rigoureuse du comportement et de l'activité mentale. Elle apporte des outils thérapeutiques efficaces, notamment pour soulager les troubles anxieux, dépressifs ou traumatiques. De plus, elle permet de restaurer une forme d'autonomie psychologique, en aidant les individus à mieux comprendre leur fonctionnement et à ajuster leur stratégie d'adaptation. Cependant, elle tente à considérer les émotions comme des réactions à des situations, des produits de l'histoire personnelle ou des résultats de processus cognitifs. Cela limite la portée de l'approche, en la cantonnant à ce qui est mesurable, observable, modifiable. Ainsi, la psychologie moderne éclaire ce que nous faisons de nos émotions, mais elle peine, parfois, à saisir ce que nos émotions veulent nous dire. L'anthroposophie, en revanche, part d'un postulat différent. Elle considère que l'émotion n'est pas seulement une réaction, mais une manifestation du devenir de l'âme. Chaque émotion exprime un contenu profond qui dépasse la biographie actuelle. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le mécanisme, mais d'écouter le message, car les émotions ne sont pas des erreurs du système psychique. Elles sont les signes visibles d'un tissage invisible, où l'âme poursuit son évolution à travers les épreuves, les rencontres et les élans intérieurs. De ce point de vue, une émotion n'est jamais anodine. Elle est l'écho d'un vécu plus vaste, inscrit dans le temps de l'âme.
Elle surgit dans le corps astral, se déploie dans le champ éthérique et peut, si elle est prise en main par le moi, devenir une opportunité de transformation. L'anthroposophie permet ainsi de relier les émotions à des réalités spirituelles plus vastes. Les rythmes cosmiques, les hiérarchies spirituelles, les forces zodiacales ou encore la mémoire karmique. De plus, elle invite à concevoir l'émotion comme un lieu de passage entre les mondes visibles et invisibles. Chaque trouble émotionnel devient alors un seuil, chaque joie un signe, chaque conflit une question adressée à la conscience. Le travail émotionnel ne consiste plus seulement à réguler, mais à transmuter, transformer le plomb de l'affect en or de la connaissance intérieure. Il apparaît donc que les thérapies comportementales et cognitives, en face de l'anthroposophie, n'interviennent pas au même niveau. Les premières soignent le fonctionnement, la seconde accompagne le devenir. Pourtant, les deux approches se rejoignent dans un même souci, aider l'être humain à sortir de la souffrance et à retrouver une cohérence intérieure. C'est pourquoi il devient urgent de ne plus opposer ces deux visions, mais de les articuler. Car là où l'une répare, l'autre oriente. Là où l'une corrige, l'autre révèle. Là où l'une sécurise, l'autre élève. Une telle intégration suppose de reconnaître que l'être humain ne se réduit ni à ses automatismes, ni à ses pensées, ni à ses émotions. Il est un être en devenir, traversé de forces invisibles et visibles, porteur d'un passé et d'un avenir qui le dépassent. Ces troubles ne sont pas des anomalies à effacer, mais des appels à la conscience. Ces émotions ne sont pas des accidents de parcours, mais des signaux du destin. La guérison dans ce contexte ne consiste pas seulement à faire disparaître un symptôme, mais à restaurer la continuité du sens dans la biographie d'un individu. C'est cette vision élargie, respectueuse à la fois des exigences de la science et des aspirations spirituelles de l'homme, que ces podcasts vont tenter d'explorer. En mettant en lumière les convergences possibles entre les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles et l'anthroposophie, nous allons chercher à poser les fondations d'une psychologie intégrale, capable de prendre soin de l'humain dans toutes ses dimensions, corporelle, psychique, affective et spirituelle. Vers une psychologie intégrative. Anthroposophie et thérapie comportementale cognitive, deux paradigmes du psychisme humain. La psychologie contemporaine s'est développée sur la base d'un engagement méthodologique fondé sur l'observable. Ce choix méthodologique a permis des avancées décisives dans la compréhension du comportement humain et de ses déterminants. En ce sens, les thérapies comportementales et cognitives offrent un cadre structuré, rigoureux, efficace, capable d'apporter un soulagement rapide aux personnes en souffrance. Ce cadre repose sur trois piliers: le comportement, la pensée et l'émotion. Premièrement, le comportement est envisagé comme le fruit d'apprentissages successifs, souvent inconscients, parfois dysfonctionnels. Le conditionnement classique, ou opérant, permet d'expliquer comment une réaction émotionnelle peut s'associer à un stimulus, ou comment une habitude anxieuse peut se renforcer par évitement. Ainsi, les comportements problématiques sont considérés comme modifiables, dès lors que l'on agit sur leurs antécédents ou sur leurs conséquences. Deuxièmement, la pensée est abordée comme un médiateur entre la réalité et la réponse émotionnelle. Selon les modèles cognitifs, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui génèrent nos émotions, mais les interprétations que nous en faisons. Les schémas cognitifs profonds, parfois hérités de l'enfance, structurent notre manière de voir le monde.
Lorsqu'ils deviennent rigides, exagérés ou inadaptés, ils génèrent des distorsions de pensée responsables de la souffrance psychique. La thérapie consiste alors à identifier ces schémas, à les mettre en question, à les remplacer par des pensées alternatives plus ajustées. Troisièmement, l'émotion est reconnue comme un élément central du fonctionnement psychique. Loin d'être ignorée, comme ce fut parfois le cas dans les premières approches, elle est aujourd'hui considérée comme un indicateur précieux de l'état intérieur, un signal d'alarme ou d'alerte, et un moteur de l'action. Les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles ont développé des outils spécifiques pour l'accueillir, la nommer, la comprendre, et, lorsque nécessaire, l'atténuer ou la canaliser. Ces trois dimensions, comportementales, cognitives et émotionnelles, s'articulent dans une démarche thérapeutique progressive, structurée en étapes. À travers l'analyse fonctionnelle, l'identification des schémas, la mise en œuvre d'outils pratiques, les TCCE proposent un accompagnement concret focalisé sur le changement. Cette approche, centrée sur l'observable et le mesurable, vise un mieux-être psychologique dans un cadre défini, souvent limité au présent et à la biographie immédiate. Sur tout cela, l'anthroposophie porte un regard différent. Elle considère l'homme comme un être tripartite. En effet, à l'inverse, l'anthroposophie aborde le psychisme humain à partir d'une ontologie élargie. Elle affirme que l'homme ne se réduit ni à son comportement, ni à sa pensée, ni à ses émotions. Il est un être composé de plusieurs dimensions, unifiées mais différenciées, le corps, l'âme et l'esprit. Chacune de ces dimensions correspond à des couches de réalité qui interagissent entre elles, mais qui obéissent à des lois propres, souvent invisibles au regard empirique. Dans ce modèle, la structure humaine repose sur 4 corps. Le corps physique, le corps éthérique ou corps de vie, le corps astral ou corps des émotions et le moi. Ces corps ne sont pas à comprendre comme des entités séparées, mais comme des niveaux d'organisation progressive de la vie intérieure. Le corps physique est le support visible de l'existence. Le corps éthérique soutient les processus de croissance, de régulation, de mémoire vivante. Le corps astral est le siège du ressenti, des désirs, des émotions, des impulsions. Le moi, enfin, est le noyau spirituel de l'être humain, capable d'orienter, de transformer, de donner du sens. Selon cette perspective, une émotion n'est pas seulement une réaction à un événement. Elle est la résonance intérieure d'un vécu inscrit dans l'âme, souvent bien au-delà de la vie présente. Elle exprime un lien entre le monde visible et un monde plus vaste, celui des hiérarchies spirituelles, des lois karmiques, des archétypes zodiacaux. Elle révèle la manière dont le moi chemine à travers les couches de l'existence, en transformant progressivement les forces du corps astral. Ainsi, le psychisme n'est pas un mécanisme à réajuster, mais un champ vivant à comprendre, à écouter, à accompagner. Les symptômes ne sont pas des erreurs, mais des signaux. Les émotions ne sont pas des dysfonctionnements, mais des lieux de passage. Les pensées ne sont pas seulement des processus mentaux, mais des forces formatrices, capables de nourrir ou d'entraver le devenir intérieur. Cette vision invite donc à repenser la clinique, non comme une simple correction de fonction, mais comme une éducation de l'âme. Le thérapeute n'est plus un technicien du changement, mais un accompagnant de la métamorphose. L'objectif n'est plus simplement de rétablir un équilibre comportemental, mais de favoriser l'émergence du moi, de l'identité, dans sa capacité à guider l'existence selon un sens supérieur.
vers une psychologie intégrative. Articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. Comportement et conditionnement. L'un des fondements historiques des thérapies comportementales et cognitives réside dans le courant behavioriste, qui a marqué une étape décisive dans l'étude scientifique du comportement humain. Ce courant repose sur l'hypothèse selon laquelle tout comportement, y compris émotionnel, peut s'expliquer par des lois d'apprentissage observables et reproductibles. Dès lors, les émotions ne sont plus abordées comme des vécus intérieurs, porteurs de sens, mais comme des réponses adaptatives à des stimulations environnementales. Le conditionnement répondant, tel qu'il a été mis en lumière par les premières expérimentations de la psychologie animale, montre qu'un stimulus initialement neutre peut, par association répétée avec une stimulation émotionnellement significative, provoquer une réponse émotionnelle conditionnée. De ce fait, certaines peurs, colère ou tristesse peuvent être comprises comme le résultat d'apprentissage précoce ou répété, qui continuent à produire leurs effets de manière automatique dans la vie adulte. Le conditionnement opérant, quant à lui, insiste sur les conséquences du comportement. Si une réponse émotionnelle, comme l'évitement d'une situation anxiogène, est suivie d'un soulagement, elle tendra à se reproduire. Ainsi, les émotions sont influencées, renforcées, inhibées ou entretenues en fonction de leurs effets immédiats. Le modèle comportemental met en évidence la plasticité de l'être humain et ouvre la voie à des interventions précises et ciblées. Désensibilisation, exposition, renforcement différentiel, restructuration progressive du comportement. Ce que ces modèles ont apporté est indéniable. Ils ont permis de comprendre les mécanismes de la phobie, de l'obsession, du stress conditionné et de nombreuses formes de mal-être affectif. Ils ont également fondé des protocoles thérapeutiques efficaces, centrés sur la régulation et la modification des comportements problématiques. Néanmoins, ces modèles s'en tiennent à une description fonctionnelle. Ils ne se préoccupent pas du sens profond de la réaction, ni de sa place dans la trajectoire de l'individu. En réduisant l'émotion à une réaction apprise, ces approches risquent de passer à côté de ce que l'émotion contient d'unique, de symbolique, de spirituel. Elles considèrent le symptôme comme une cible et non comme un langage. Le danger, dans cette logique, serait de traiter l'être humain comme un système d'entrée et de sortie, au lieu de le reconnaître comme un être en devenir, porteur d'une histoire plus vaste que sa biographie actuelle. L'émotion conditionnée dans la lumière du karma. L'anthroposophie, à l'inverse, invite à interroger le sens même de l'émotion. Elle ne conteste pas l'existence de conditionnements, ni leur effet concret sur le comportement. Toutefois, elle propose une lecture plus profonde de ces conditionnements eux-mêmes. Car si une émotion se répète dans certaines situations, si une peur se manifeste sans raison apparente, si une réaction affective dépasse la mesure du contexte, il est légitime de se demander d'où elle vient réellement. Dans cette optique, l'émotion n'est pas simplement acquise par association. Elle est l'écho d'un vécu antérieur, souvent enraciné dans la mémoire de l'âme. Cette mémoire n'est pas seulement celle de l'enfance ou de l'environnement, mais celle d'un parcours spirituel, marqué par des expériences, des engagements, des dettes, des blessures ou des apprentissages issus de vies précédentes. Le karma agit ici comme une trame invisible, où chaque émotion devient la résonance d'un mouvement plus vaste. Ainsi, une réaction de rejet face à une personne, un trouble panique inexpliqué, une mélancolie persistante, peuvent être envisagés comme des appels du destin. L'émotion, même dans sa forme la plus douloureuse, est une invitation à la conscience. Elle indique
une zone d'ombre à éclairer, une mémoire à transformer, une force à rediriger. Et elle n'est pas un artefact de l'apprentissage, mais une empreinte vivante du chemin que l'âme poursuit dans la matière. Dès lors, les conditionnements ne sont plus des déterminismes à effacer, mais des signes à comprendre. Ce que la psychologie appelle renforcement peut être vu comme la répétition d'une attitude karmique. Ce que l'on nomme évitement peut être lu comme une fuite face à une expérience encore non intégrée. L'objectif dans cette perspective n'est pas seulement de modifier le comportement, mais de réveiller le moi afin qu'il transforme le corps astral et oriente et réoriente l'expérience. Par conséquent, les lois d'apprentissage et de renforcement conservent leur validité, mais elles doivent être replacées dans une dynamique évolutive, car l'homme n'est pas qu'un organisme réactif, il est un être libre en devenir. Ce que l'on appelle le conditionnement peut être transcendé, dès lors que le moi, éclairé par la conscience, en saisit la signification profonde et choisit d'agir en conséquence. Ce passage du comportement au sens, de l'émotion au karma, ouvre une perspective nouvelle, celle d'une thérapie qui ne se contente pas de corriger, mais qui accompagne la transformation. Là où le behaviorisme cherche l'efficacité, l'anthroposophie cherche l'éveil. Ces deux démarches ne s'excluent pas, elles se répondent. Encore faut-il les articuler, afin que l'acte thérapeutique devienne à la fois rigoureux et porteur de sens. Vers une psychologie intégrative. Articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. Cognition, schéma et pensée. Les pensées, les schémas et les distorsions selon les thérapies comportementales cognitives et émotionnelles. La deuxième grande assise des thérapies comportementales cognitives et émotionnelles repose sur la reconnaissance du rôle central des pensées dans la genèse et le maintien des troubles émotionnels. Le courant cognitiviste, qui a succédé au behaviorisme, a ouvert un champ nouveau en démontrant que l'émotion est souvent le résultat d'une interprétation, d'une construction mentale, d'un dialogue intérieur dont la tonalité influence directement notre vécu affectif. Ainsi, il ne s'agit plus seulement d'observer les comportements, mais d'explorer les pensées automatiques, les croyances profondes, les schémas précoces et les structures mentales implicites qui guident nos réactions. Une personne ne souffre pas uniquement à cause de ce qui lui arrive, mais à cause de la signification qu'elle attribue à ce qui lui arrive. Et cette signification est souvent biaisée, exagérée, rigide ou inconsciente. De là découle tout un arsenal thérapeutique centré sur l'identification et la restructuration des cognitions dysfonctionnelles. Le praticien aide le patient à mettre au jour ses pensées automatiques, à repérer les distorsions cognitives, à les questionner et à les confronter avec des alternatives plus ajustées. Ce travail peut s'étendre à l'analyse des schémas de vie, des croyances fondamentales sur soi, le monde et les autres, qui agissent comme des filtres inconscients. Cette approche a permis d'établir une cartographie fine des processus mentaux qui sous-tendent les émotions. Les scénarios catastrophes, les généralisations abusives, les jugements négatifs récurrents, les anticipations d'échecs sont autant de manifestations de ces schémas. La thérapie cognitive permet alors de désamorcer l'intensité émotionnelle en modifiant le contenu des pensées, en cultivant des perceptions alternatives et en installant une plus grande flexibilité mentale. Cependant, cette approche reste centrée sur l'idée que la pensée précède l'émotion et que le changement émotionnel
passe par un ajustement rationnel. Si cette hypothèse est utile et souvent vérifiée, elle laisse de côté la dimension symbolique, morale, évolutive et spirituelle de la pensée. Elle tend à considérer la pensée comme un outil à corriger, plutôt que comme une force à éveiller. La pensée comme force créatrice et formatrice de l'âme. Dans la perspective anthroposophique, la pensée ne se réduit pas à un simple mécanisme cognitif. Elle est une puissance, un organe, une activité qui relie l'homme au monde et à lui-même. Elle ne se contente pas de représenter la réalité. Elle la structure, elle l'anime, elle la révèle. Chaque pensée que nous formons agit sur notre corps astral, sur notre biographie intérieure et sur notre devenir spirituel. Ainsi, lorsqu'une pensée répétitive, négative ou mensongère s'installe dans la conscience, elle n'est pas seulement une erreur à corriger. Elle est une force formatrice, qui agit sur les corps subtils, qui façonne le champ émotionnel, qui modifie la relation au monde. Les schémas mentaux ne sont pas que des résidus de l'éducation ou de l'environnement. Ils sont aussi l'empreinte de choix anciens, de tendances profondes, de mémoires karmiques en cours de résolution. La pensée est donc un espace de liberté. Elle peut asservir ou libérer. Elle peut figer ou transfigurer. L'anthroposophie enseigne que l'homme peut devenir maître de sa pensée, non pas par un simple effort rationnel, mais par un travail intérieur soutenu. Discipline de la pensée, éveil du discernement, élévation de l'idéal, méditation imaginative. Ce n'est pas tant le contenu de la pensée qui importe, mais la manière dont elle est portée, la qualité morale qui l'anime, l'intention qui la guide. De plus, la pensée ne précède pas toujours l'émotion. Elle peut en être le fruit, le miroir, le prolongement. Dans bien des cas, une émotion profonde réveille une pensée latente ou une mémoire ancienne. La relation entre pensée et émotion est donc circulaire, dynamique, évolutive. Il ne suffit pas de remplacer une pensée négative par une pensée positive. Il s'agit de découvrir l'origine intérieure de cette pensée, de comprendre pourquoi elle s'est installée, ce qu'elle exprime, ce qu'elle cherche à défendre ou à éviter. Dans cette optique, la restructuration cognitive devient un travail de l'âme sur elle-même. Il ne s'agit pas d'aligner des arguments, mais de transformer le regard porté sur soi, sur les autres et sur le monde. La pensée devient un outil de connaissance de soi, de guérison et d'éveil. Elle n'est plus un simple instrument d'analyse, elle devient un chemin de vérité intérieure. Ainsi, la pensée, telle que la conçoit l'anthroposophie, est un acte spirituel. Elle engage l'être tout entier. Lorsqu'elle devient consciente, orientée, pénétrante, elle éclaire le vécu émotionnel et le relie à une trajectoire d'évolution. Loin de s'opposer aux outils cognitifs des thérapies comportementales cognitives et émotionnelles, cette vision les prolonge, les approfondit, leur donne une assise plus vaste. Elle invite à passer de la correction à la compréhension, du symptôme au symbole, de l'ajustement à la transfiguration. Vers une psychologie intégrative. Articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. L'émotion comme lieu de transformation. Dans la perspective des thérapies comportementales cognitives et émotionnelles, l'émotion est envisagée comme un phénomène psychophysiologique composite, qui accompagne la perception, la pensée et l'action. Elle se manifeste par des changements corporels, des sensations internes, des réactions comportementales, ainsi que par des processus cognitifs. Elle est considérée comme un signal adaptatif, c'est-à-dire comme un message du corps ou du psychisme destiné à informer l'individu d'un danger, d'un besoin ou d'un changement de situation.
Ainsi, une émotion négative ne représente pas nécessairement un dysfonctionnement. Elle peut être un indicateur pertinent d'un déséquilibre, d'un conflit ou d'un schéma inadapté. Le travail thérapeutique consiste alors non pas à supprimer l'émotion, mais à lui redonner sa juste place, ni envahissante, ni refoulée. Pour cela, différentes techniques ont été développées. L'exposition émotionnelle, la pleine conscience, la restructuration cognitive, le travail sur les schémas, la respiration consciente, la relaxation, la visualisation, etc. L'émotion dans ce cadre devient un objet de travail. Elle est observée, nommée, cartographiée, parfois mise en scène, comme dans le jeu de la chaise vide ou les exercices d'imagerie. L'émotion est abordée comme une expérience subjective que l'on peut moduler, apprivoiser, reconfigurer. L'objectif est d'améliorer la régulation émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à ressentir sans être débordé, à accueillir sans se figer, à exprimer sans se détruire. Toutefois, cette approche, aussi utile soit-elle, reste centrée sur le fonctionnement immédiat. Elle traite l'émotion comme un phénomène présent, situé dans l'ici et maintenant, et rarement comme une voie d'accès à une profondeur plus vaste. Elle tend à distinguer entre émotions utiles et émotions dysfonctionnelles, sans toujours explorer ce que ces dernières pourraient révéler du sens profond de l'existence. L'émotion comme seuil de passage et matière d'évolution. Du point de vue de l'anthroposophie, l'émotion ne se réduit pas à un signal d'alarme, ni à un phénomène régulable. Elle est un seuil initiatique, un lieu de passage, entre les couches visibles et invisibles de l'être. Lorsqu'une émotion surgit, ce n'est pas seulement le corps qui réagit, ni l'esprit qui interprète. C'est l'âme qui se met en mouvement. L'émotion révèle une tension entre ce que l'on vit et ce que l'on est, entre ce que l'on croit et ce que l'on pressent, entre ce que l'on subit et ce que l'on désire devenir. Elle est ainsi l'expression directe d'un conflit intérieur, d'un appel à la conscience, d'un besoin de transformation. Elle met à nu des attachements, des blessures, des mémoires, des désirs, parfois anciens, parfois karmiques. Elle agit comme un miroir. Elle nous montre ce que nous ne voyons pas, ce que nous refusons, ce que nous n'avons pas encore intégré. En cela, elle n'est jamais inutile. Elle est toujours signifiante, même dans ses formes les plus déroutantes. Ce caractère initiatique de l'émotion suppose qu'on l'accueille non pour la domestiquer, mais pour la comprendre. Il ne s'agit pas d'en rester à sa manifestation, mais d'en chercher la source. Ce qui demande non pas une stratégie, mais une présence intérieure, un silence lucide, une écoute de l'âme. La pratique méditative, la rétrospective du soir, l'introspection artistique sont autant de moyens d'entrer dans ce travail. Ce n'est plus la régulation qui est recherchée, mais la transfiguration. Par cette transfiguration, la peur devient vigilance, la colère devient volonté morale, la tristesse devient compassion, la joie devient rayonnement intérieur. L'émotion cesse d'être un trouble pour devenir une vertu naissante, une force à polir, une matière première à spiritualiser. L'homme ne cherche plus à éviter ce qu'il ressent, mais à s'en nourrir pour grandir. Ce n'est pas l'émotion qui est un problème, mais l'absence de conscience qu'on met sur cette émotion. Ce cheminement suppose un changement de posture. Là où les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles proposent des outils, l'anthroposophie propose une orientation. Vivre chaque émotion comme un moment d'âme, un fragment de destin, une porte à franchir vers une humanité plus libre et plus intérieure. Ce regard ne s'oppose pas au travail psychologique, il l'élargit. Il ne conteste pas les stratégies de régulation.
il y ajoute une finalité, celle de devenir pleinement soi-même à travers ce que l'on ressent. Vers une psychologie intégrative. Articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. De la mémoire affective à la mémoire karmique. La psychologie cognitive et émotionnelle reconnaît pleinement l'importance des expériences précoces dans la structuration du psychisme. Ainsi, de nombreux schémas de pensée, de comportement et de réactions émotionnelles sont interprétés comme le résultat de mémoires affectives, plus ou moins conscientes, qui se sont inscrites dans l'enfance. Ces mémoires s'organisent autour de figures d'attachement, d'événements marquants, de répétitions relationnelles ou de traumatismes. Dans le modèle des schémas précoces inadaptés, par exemple, chaque individu développe, au fil de ses premières années, des représentations de soi, du monde et des autres. Lorsque ces représentations sont marquées par des expériences de rejet, d'abandon, de trahison, de dévalorisation ou d'insécurité, elles laissent des traces durables. Ces traces, bien que silencieuses, influencent les relations ultérieures, les interprétations quotidiennes et la sensibilité émotionnelle. La mémoire affective agit comme un filtre. Elle colore la perception de la réalité présente par les empreintes du passé. Ce filtre peut devenir rigide, réactif, déformant et conduire à des scénarios répétitifs. Relations toxiques, évitement émotionnel, autosabotage, hypervigilance, etc. La thérapie consiste alors à identifier ces schémas, à les relier à leurs origines et à en prendre conscience, et à introduire progressivement des expériences réparatrices, de nouvelles représentations et des émotions alternatives. Ce travail est profond et précieux. Il permet de restaurer une part de liberté intérieure. Toutefois, cette mémoire affective reste dans le cadre des thérapies comportementales et émotionnelles rattachée à la biographie actuelle, voire transgénérationnelle. L'individu est conçu comme le produit d'un passé psychologique, inscrit dans une seule vie. Les schémas sont les conséquences de l'histoire personnelle, non des expressions d'un parcours plus vaste. La mémoire karmique. Empreinte élargie de l'âme en chemin. L'anthroposophie prolonge cette lecture en élargissant le cadre de la mémoire. Ce que la psychologie appelle mémoire affective est, dans cette perspective, une strate d'un ensemble plus vaste, la mémoire karmique. Cette mémoire ne concerne pas seulement les expériences de l'enfance, mais celles de l'âme à travers ses différentes incarnations. Elle inclut les décisions prises, les liens noués, les actions posées, les sentiments cultivés, les blessures subies ou infligées dans d'autres existences. Le moi, en tant que noyau spirituel permanent, porte en lui cette mémoire vivante. Il ne la garde pas dans un registre figé, mais dans une dynamique évolutive. C'est pourquoi certaines émotions surgissent sans cause apparente, certains attachements sont inexplicablement forts, certaines situations se répètent avec une insistance troublante. Ce ne sont pas seulement des souvenirs enfouis, ce sont des expériences non encore accomplies, qui cherchent à se résoudre dans la présente incarnation. Dans cette lumière, le passé n'est pas une fatalité, mais une matière à transmuter. Le karma n'est pas une chaîne, mais une trame, un tissu de possibilités où chaque émotion vécue, chaque relation traversée, chaque épreuve ressentie est une opportunité de transformation. Une peur ancienne peut devenir lucidité, un lien conflictuel peut devenir compréhension, une fragilité peut devenir force intérieure. L'émotion devient alors un rappel d'âme. Elle est à la fois une mémoire et une mission. Elle indique ce qui doit être travaillé, ce qui n'est pas encore intégré,
ce qui appelle une action nouvelle, une prise de conscience, un pardon. Elle relie l'individu non seulement à lui-même, mais aux autres, dans un tissage de destinée partagée. Car souvent les émotions les plus vives sont celles qui émergent dans des relations où le lien karmique est fort. Amour, conflit, attachement, rejet, admiration ou répulsion. Ce que les TCC nomment schéma peut ainsi être vu, dans une perspective spirituelle, comme une forme persistante issue du passé, mais toujours en mouvement. Ce n'est pas un contenu figé à corriger, mais un mouvement d'âme à comprendre. Il ne s'agit pas seulement de le désactiver, mais de l'accompagner jusqu'à sa résolution profonde. Ce processus engage toute la personne, son intelligence, son affectivité, sa volonté et surtout sa liberté. En reliant mémoire affective et mémoire karmique, on comprend que l'individu est plus qu'un produit du passé, de son enfance. Il est un artiste de son devenir. Son moi peut, s'il en prend conscience, éclairer les zones d'ombre, transmuter les blessures, réorienter les liens et donner aux émotions leur véritable finalité, celle de transformer l'histoire en devenir et le passé en lumière. Vers une psychologie intégrative. Articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. La symptomatologie, le corps et la spiritualité. Les approches comportementales, cognitives et émotionnelles se sont développées autour d'un axe central, la compréhension, la classification et la régulation des symptômes. Anxiété, dépression, phobie, troubles obsessionnels, réactions post-traumatiques, troubles du comportement ou de l'humeur sont abordés comme des manifestations mesurables d'un déséquilibre psychologique. Ces déséquilibres, bien que variés, obéissent à des logiques internes. Les conditionnements, les distorsions cognitives, la régulation émotionnelle déficiente ou les schémas dysfonctionnels. Les symptômes sont alors vus comme des indicateurs d'un fonctionnement problématique. Ils témoignent d'un conflit entre ce que l'individu vit et ce qu'il peut gérer. Ils signalent un excès, comme l'hyperémotivité, un blocage, comme dans les phobies, ou un vide, comme dans l'apathie ou l'anesthésie affective. À travers l'analyse fonctionnelle, la restructuration cognitive, les expositions graduées ou encore les exercices de pleine conscience, le thérapeute cherche à aider la personne à diminuer ses symptômes, à restaurer un équilibre psychique et comportemental et à retrouver une autonomie affective et relationnelle. Cependant, cette approche, aussi rigoureuse soit-elle, reste fondée sur une lecture fonctionnelle du symptôme. Celui-ci est vu comme un signal à neutraliser, un dysfonctionnement à corriger, voire un obstacle à éliminer. Il est rarement envisagé comme porteur de sens, encore moins comme une expression de l'âme ou un langage du devenir. Le symptôme comme message spirituel inscrit dans le corps. La vision anthroposophique propose une autre lecture. Elle ne conteste pas la réalité des symptômes ni l'importance de les soulager, mais elle interroge la signification. Car dans cette perspective, le symptôme n'est pas une erreur. Il est un message. Il est l'inscription corporelle d'un déséquilibre plus profond, qui concerne non seulement le psychisme, mais l'âme et l'esprit. Le symptôme n'est pas seulement à traiter, il est à comprendre. Il exprime un conflit non encore résolu entre les différents corps de l'être humain, corps physique, corps éthérique, corps astral et le moi. Lorsque ces corps ne sont plus en harmonie, lorsqu'une mémoire ancienne se réactive sans être intégrée, ou lorsqu'une tension spirituelle cherche à émerger sans trouver sa voie, alors le déséquilibre s'exprime par le symptôme.
Ce dernier devient la voix du karma, ou plutôt le cri du corps astral qui attend d'être reconnu, traversé, transformé. Certaines somatisations, certains troubles émotionnels chroniques, certaines douleurs inexpliquées ou certains états de mal-être diffus sont les signes d'un désajustement entre la vie intérieure et l'organisation corporelle. Ils ne relèvent pas d'un simple dérèglement chimique ou comportemental. Ils parlent d'un écart entre ce que vit l'âme et ce qu'elle est capable de porter. Le symptôme devient alors un lieu d'écoute, un espace sacré, où l'on peut commencer à lire ce que le moi cherche à éveiller. La relation entre physiologie et émotion, dans cette optique, n'est pas mécanique, mais spirituellement structurée. Le système neurosensoriel, le système rythmique et le système métabolique incarnent chacun une dimension de l'âme, la pensée, le sentiment et la volonté. Lorsqu'un de ces systèmes est surchargé ou déséquilibré, c'est l'émotion qui vacille et le symptôme qui émerge. Comprendre cette architecture subtile permet de ne plus traiter le symptôme comme un simple effet, mais comme un point de passage vers une connaissance plus haute de soi-même. Le travail thérapeutique devient alors un chemin d'initiation. Il ne s'agit pas seulement de réduire l'intensité d'une souffrance, mais de l'interroger. Que vient-elle révéler? Quelle mémoire contient-elle? Quelle évolution rend-elle possible? Dans cette perspective, la guérison n'est pas l'effacement du symptôme, mais la réconciliation des couches de l'être, l'intégration du moi dans la totalité de l'organisme, la métamorphose intérieure rendue visible dans le corps. Ainsi, symptômes et spiritualité ne s'opposent pas. Le symptôme devient le lieu d'une rencontre, parfois douloureuse, entre le visible et l'invisible, entre le passé et l'avenir, entre l'individu et sa vocation. Les thérapies comportementales et cognitives, dans leur travail rigoureux sur les manifestations psychiques, peuvent ainsi être enrichies par une lecture plus profonde, qui replace l'expérience humaine dans une dynamique d'évolution. Ce n'est pas opposer les plans, mais les articuler. Unir l'efficacité du geste thérapeutique à la profondeur de l'intention spirituelle. Vers une psychologie intégrative. Articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. Les corps subtils, la vitalité et la santé émotionnelle. La psychologie contemporaine, notamment dans le cadre des thérapies comportementales et cognitives, reconnaît aujourd'hui, de manière plus explicite, que le corps est impliqué dans les émotions. Les avancées des neurosciences, les travaux sur la régulation physiologique du stress et les approches intégratives comme la pleine conscience ont mis en évidence le rôle central du corps dans l'origine, l'expression et la transformation des affects. Il est désormais admis que les émotions ont une base somatique. Elles s'accompagnent de modifications corporelles spécifiques, accélération du rythme cardiaque, contraction musculaire, variation du tonus, troubles digestifs, souffle court, sensation de chaleur ou de froid. L'état émotionnel n'est pas seulement perçu dans la tête ou le cœur, il est ressenti à travers la totalité de l'organisme. De ce constat découlent plusieurs techniques thérapeutiques centrées sur la conscience corporelle. Respiration contrôlée, relaxation musculaire progressive, scan corporel, ancrage sensoriel, visualisation corporelle. L'idée sous-jacente est que pour réguler l'émotion, il faut commencer par réinvestir le corps, rétablir le lien entre le mental et la sensation, créer un espace de sécurité somatique. Le corps devient alors un appui, une base pour apaiser l'agitation psychique. Cependant, cette approche reste centrée sur les manifestations physiques de l'émotion
et moins sur la nature vivante, subtile et formatrice du corps. Le corps est souvent considéré comme une machine complexe à stabiliser, plus que comme un être vivant porteur d'une mémoire, d'une sagesse et d'une vocation propre. Le corps éthérique, fondement invisible de la vitalité. L'anthroposophie apporte ici une clé majeure. Elle introduit la notion de corps éthérique, ou corps de vie, comme support de la vitalité, de la santé et de l'équilibre émotionnel. Ce corps n'est pas visible, mais il est perçu comme une force organisatrice, un champ vivant qui modèle le corps physique, soutient ses fonctions biologiques et maintient son intégrité. C'est dans le corps éthérique que s'inscrivent les rythmes de vie. Alternance veille-sommeil, respiration, circulation, croissance, régénération, adaptation. Lorsque ce corps éthérique est affaibli, le corps physique devient vulnérable. Mais l'âme aussi perd en stabilité. Car c'est sur ce fondement vivant que vient s'ancrer le corps astral, porteur des émotions, des désirs et des mouvements de l'âme. Si le corps éthérique n'est pas suffisamment consolidé, les émotions deviennent instables, excessives, désorganisées, voire destructrices. Ce lien explique pourquoi certaines personnes, particulièrement sensibles, souffrent d'une instabilité émotionnelle chronique. Elles n'ont pas uniquement un trouble psychique, mais un manque de densité dans leur organisation éthérique. Le travail thérapeutique, dans ce cas, ne peut se limiter à un ajustement cognitif. Il doit inclure une fortification des forces de vie, par des gestes, des rythmes, des pratiques corporelles, une alimentation adaptée, un rapport régulier à la nature, à la lumière, au silence et au sommeil. La médecine anthroposophique, tout comme le rythmique curative ou certaines approches artistiques, cherche à réharmoniser ce corps éthérique, à rétablir un courant de vie fluide et porteur. Car la santé émotionnelle ne dépend pas seulement de la lucidité mentale ou de la gestion des pensées. Elle repose sur un équilibre entre l'organisation éthérique et les forces astrales. Lorsque l'un est trop faible, l'autre déborde. Lorsque les deux s'équilibrent, l'émotion devient un mouvement vivant, intense mais orienté. Le moi comme architecte de la santé émotionnelle. C'est le moi, le centre spirituel de l'être humain, qui peut œuvrer consciemment à équilibrer les trois corps. Le moi n'est pas une simple entité psychique, il est la présence la plus haute de l'individu dans son existence terrestre. La présence qui peut observer, orienter, transformer, unifier. Lorsque le moi est éveillé, il peut organiser les émotions au lieu de les subir, renforcer le corps éthérique au lieu de le laisser s'épuiser, guider la vie affective au lieu d'en être emporté. C'est pourquoi toute éducation émotionnelle véritable ne peut se contenter d'une régulation technique. Elle doit passer par un renforcement du moi, par des pratiques de présence, de discipline, d'intériorité, mais aussi par un soin du corps vivant, de ses rythmes, de ses besoins subtils. Le moi devient alors le chef d'orchestre d'une symphonie intérieure, celle du corps physique en tant que support, du corps éthérique comme trame vitale, du corps astral comme chant du ressenti. En unifiant ces plans, l'homme devient pleinement lui-même. Il ne se contente plus de moduler ses émotions. Il les habite, les transfigure, les dirige vers le devenir qu'il porte en lui. Le soin du corps, loin d'être purement fonctionnel, devient une éthique de l'incarnation. Et la santé émotionnelle, loin d'être une norme, devient une expression vivante de l'équilibre entre le visible et l'invisible. Vers une psychologie intégrative. Articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. Temporalité, biographie et transformation.
Dans l'approche des thérapies cognitivo-comportementales et émotionnelles, le temps joue un rôle structurant. Les interventions sont généralement centrées sur le présent. Pensée automatique, émotions réactives, comportements observables, le ici et maintenant est le lieu d'observation, d'expérimentation et de transformation. L'objectif est de permettre au sujet de devenir conscient de ses processus internes, d'en modifier le cours et de reprendre une maîtrise sur ce qu'il vit, dans le moment présent. Le passé dans cette optique est mobilisé surtout pour comprendre les origines des schémas ou des conditionnements. Il s'agit de repérer les répétitions, les apprentissages dysfonctionnels, les expériences fondatrices de certaines croyances limitantes. Cette lecture du passé est principalement pragmatique. Elle vise à éclairer le présent, non pas à explorer des significations spirituelles ou existentielles. Quant à l'avenir, il est abordé sous l'angle des objectifs thérapeutiques, des comportements nouveaux, des attitudes plus fonctionnelles, une régulation plus fine des émotions sont visées à court terme ou moyen terme. Les techniques utilisées s'inscrivent dans une temporalité construite, suivie par étapes, progression graduée, contrat thérapeutique, auto-observation, etc. Le temps est linéaire, mesurable, organisé pour soutenir un changement progressif. Cette structuration temporelle permet des résultats concrets, évaluables, reproductibles. Cependant, elle laisse en retrait un aspect essentiel de l'expérience humaine, le sentiment profond de destin, la conscience d'un devenir intérieur, le vécu d'un temps qui ne se limite pas à l'horloge, mais qui relie les événements, les émotions, les rencontres, dans une continuité vivante et signifiante. La biographie comme texte spirituel et la vie comme une œuvre en cours. L'anthroposophie propose une vision élargie de la temporalité humaine. Elle considère que chaque existence terrestre est une étape dans un parcours évolutif plus vaste, une incarnation parmi d'autres, où l'âme poursuit une œuvre de maturation, de compréhension et de liberté. Dans cette perspective, la biographie personnelle n'est pas un simple enchaînement d'événements, mais un texte tissé de sens, dont chaque chapitre correspond à une nécessité intérieure. Le temps biographique est rythmé, il n'est pas homogène. Il est marqué par des passages, des seuils, des reprises, des échos. À certains âges, certaines forces de l'âme se déploient. À d'autres périodes, elles se retirent ou se confrontent à des tensions. La vie n'est pas un flux neutre, mais un drame intérieur dont les scènes sont à lire avec attention. Le passé n'est pas figé, il appelle à être relu, compris, transformé. L'avenir n'est pas seulement à construire, il est porteur d'un appel, d'une mission intérieure, que l'émotion permet parfois de pressentir. Dans cette lecture, chaque émotion marquante, chaque crise, chaque perte, chaque rencontre intense devient un repère dans la biographie de l'âme. Ce ne sont pas seulement des faits psychologiques, mais des manifestations d'un devenir. En observant sa propre vie avec cette attention, l'individu découvre qu'il n'est pas seulement traversé par le temps, mais qu'il est co-créateur de son destin. Il peut relier des expériences éparses, en faire émerger une logique intérieure, une ligne de force, une orientation profonde. Ce travail biographique est thérapeutique, non parce qu'il rassure, mais parce qu'il met en lumière le sens, et parce qu'il réveille la liberté. Il ne s'agit pas de se réfugier dans un déterminisme spirituel, mais de comprendre que l'on peut transformer ce qui fut, orienter ce qui vient, et habiter le présent comme un point de conscience éveillé. La transformation psychologique dans une perspective anthroposophique n'est pas une fin en soi.
Elle prépare une transformation intérieure plus profonde, qui concerne le rapport de l'être humain à son moi, à son karma et à sa vocation spirituelle. Ce n'est pas simplement le comportement ou la pensée qui change, mais la structure même de l'âme qui se reconfigure. L'émotion dans cette dynamique joue un rôle crucial. Elle est à la fois le trouble initial, le message et la matière de l'éveil. Une peur transformée devient courage, une colère traversée devient volonté éthique, une tristesse comprise devient compassion, une joie reconnue devient rayonnement intérieur. Ce processus n'a pas lieu dans l'abstraction, il se joue dans le tissu même de la vie quotidienne, des relations, des décisions, des engagements. Dans cette perspective, la vie humaine n'est pas un problème à résoudre, mais une métamorphose à accompagner. Chaque crise n'est plus vue comme une pathologie, mais comme un appel à franchir un seuil. Chaque période de confusion peut devenir une opportunité de naissance intérieure. Ce n'est pas une thérapie brève, c'est un chemin d'incarnation consciente, un art de vivre orienté vers l'unité, la liberté et la vérité. Ce que les thérapies comportementales cognitives et émotionnelles permettent d'accomplir sur le plan du fonctionnement peut ainsi s'ouvrir à un autre plan, celui du sens profond de l'existence, celui où l'homme devient responsable non seulement de ce qu'il ressent, mais également de ce qu'il devient. Vers une psychologie intégrative. Articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. Complémentarité, articulation et synergie. Il existe plusieurs manières d'approcher l'être humain. Chaque tradition, chaque discipline, chaque courant psychologique ou spirituel en propose une lecture partielle mais précieuse. Les TCC et TCCE se sont développés à partir d'un paradigme scientifique. Observation rigoureuse, expérimentation contrôlée, reproductibilité des résultats. Leur objectif est clair, soulager la souffrance, restaurer un fonctionnement équilibré, accompagner les personnes dans leur quotidien. Elles ont permis d'établir des modèles cohérents du comportement, des émotions, des cognitions, et ont offert des outils concrets, accessibles et adaptables à de nombreuses situations cliniques. L'anthroposophie, quant à elle, ne vise pas à produire des protocoles thérapeutiques, mais à éclairer le sens profond de l'existence humaine. Elle considère que toute difficulté émotionnelle, tout déséquilibre corporel ou psychique est aussi une occasion d'éveil. Elle ne remplace pas les techniques de régulation ou les outils de changement comportemental. Elle les prolonge, en les inscrivant dans une perspective plus vaste, où chaque expérience s'intègre dans une dynamique de devenir. Il serait donc réducteur d'opposer ces deux visions. L'une agit sur le plan du visible, du mesurable, de l'immédiat. L'autre sur le plan du sens, de l'invisible, du devenir. Elles n'abordent pas les mêmes niveaux de réalité, mais elles parlent toutes deux de l'être humain, avec son besoin d'équilibre, son désir de transformation, sa souffrance et sa lumière. La question n'est pas de choisir entre la rigueur des TCCE et la profondeur de l'anthroposophie, mais de créer des ponts. Ces ponts ne sont pas des compromis, mais des articulations vivantes, capables de faire circuler le savoir, la pratique et la conscience. Un protocole de thérapie peut tout à fait inclure des techniques de respiration, de pleine conscience ou de restructuration cognitive, tout en laissant en arrière-plan la question du sens plus large. Pourquoi cette personne vit-elle cela maintenant ? Que révèle ce symptôme dans son histoire de vie ? Qu'appelle-t-il à transformer ? Non seulement dans sa manière d'agir, mais dans son rapport à elle-même, à l'autre, au monde. De même, un accompagnement anthroposophique peut bénéficier d'un cadre structurant issu des TCC. La clarté des objectifs,
la précision de l'observation, la progression par étapes. Car la conscience ne s'éveille pas dans le flou, mais dans l'ordre et la rigueur. L'écoute du corps subtil peut être soutenue par une observation fine des rythmes corporels. La lecture karmique d'une émotion peut être approfondie par l'identification d'un schéma de pensée récurrent. Le travail sur les vertus intérieures peut être enrichi par l'apprentissage de compétences concrètes. Lorsque ces approches sont mises en dialogue, sans fusion ni confusion, une synergie nouvelle émerge. La psychologie comportementale offre à l'âme des outils pour se stabiliser, se clarifier, s'observer. L'anthroposophie lui offre un horizon, une profondeur, une orientation vers le devenir. L'une structure l'ici et maintenant. L'autre inscrit ce présent dans la continuité du sens. Cette synergie ne repose pas seulement sur des techniques, mais sur une éthique du regard. Regarder une émotion comme un symptôme à réguler ou comme un message de l'âme ne s'exclut pas. Au contraire, cela ouvre deux voies complémentaires, le soin et la connaissance, la transformation comportementale et la transfiguration intérieure. C'est ainsi qu'un thérapeute ou un accompagnant peut, selon les besoins et les moments, faire appel à l'une ou l'autre de ces dimensions. Il peut aider à apaiser une crise émotionnelle avec des outils concrets, tout en accompagnant la personne vers la compréhension plus profonde de ce qui se joue en elle. Il peut encourager l'acquisition de compétences, sans oublier que celles-ci s'inscrivent dans une dynamique plus vaste, celle du chemin de l'âme vers sa liberté. En intégrant ces deux regards, l'acte thérapeutique cesse d'être une réponse technique. Il devient un geste humain complet, à la fois précis, bienveillant et porteur de conscience. Il ne se contente pas d'agir sur les symptômes, il accompagne l'être humain dans sa capacité à devenir un participant libre et conscient de sa propre évolution. Nous arrivons au terme de cette série de podcasts intitulée « Vers une psychologie intégrative », articulation de l'anthroposophie aux thérapies comportementales et cognitives. Articuler sans opposer. Quels sont les ponts possibles ? Lorsqu'on considère les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles et l'anthroposophie, la tentation première pourrait être de les placer sur deux plans irréconciliables. L'une se veut scientifique, structurée, validée par l'expérience mesurable. L'autre explore des dimensions invisibles, s'appuie sur l'intuition spirituelle, l'expérience intérieure, la continuité des vies. Pourtant, cette opposition n'est qu'apparente. À condition de ne pas chercher à les fusionner de force, il est possible de tisser des ponts entre ces deux approches, en reconnaissant la différence de leur langage, de leur niveau d'intervention et de leur temporalité propre. Les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles travaillent avec un langage rigoureux, centré sur les processus mentaux, comportementaux et émotionnels. Elles interrogent ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on fait, ici et maintenant. L'anthroposophie utilise un autre langage, celui du destin, des forces de l'âme, des corps subtils, du karma, du sens profond des événements. L'un décrit, l'autre révèle. L'un régule, l'autre oriente. Mais ces deux langages parlent du même être humain. Ce ne sont pas deux vérités concurrentes, mais deux regards sur une même réalité complexe, celle d'une âme incarnée qui cherche équilibre et élévation. De même, les niveaux sur lesquels ces deux approches opèrent ne se superposent pas. Les TCCE se situent principalement sur le plan du fonctionnement psychique, dans son interaction avec le corps, les pensées, les comportements et les émotions immédiates. L'anthroposophie agit sur le plan de la structure de l'âme et de son devenir,
en tenant compte de son inscription dans une trame spirituelle plus vaste. L'une agit sur les effets, l'autre interroge les causes profondes. Mais toutes deux peuvent se rencontrer dans une dynamique de transformation, à condition de reconnaître que les plans qu'elles éclairent se répondent sans se confondre. Le temps lui-même n'est pas pensé de la même manière. Les TCCE organisent une progression linéaire, mesurable, orientée vers des résultats observables à court ou moyen terme. L'anthroposophie pense en termes de rythme de vie, de seuil initiatique, d'évolution de l'âme, sur une longue durée. Mais ces deux temporalités peuvent s'articuler. Les interventions du présent peuvent devenir les portes d'accès à une compréhension plus profonde, à condition de ne pas réduire l'homme à ce qu'il vit maintenant, mais de l'ouvrir à ce qu'il est en train de devenir. Articuler sens et efficacité, c'est donc reconnaître que la technique n'épuise pas la question de l'humain, et que le sens, sans mise en œuvre, reste souvent impuissant. Le soin et la conscience ne s'excluent pas. Ils peuvent se soutenir mutuellement pourvu que l'on accepte que chaque approche a ses limites, mais aussi sa force propre. Dans cette reconnaissance réciproque peut émerger un nouvel horizon, celui d'une clinique intégrale, qui ne se limite ni à l'efficacité comportementale, ni à la spéculation spirituelle, mais qui prend l'homme dans toute la profondeur de son être. Ce n'est plus seulement la santé qui est en jeu, mais la conscience de soi comme œuvre en devenir. Une telle clinique ne cherche pas à tout expliquer, mais à écouter ce qui cherche à naître dans l'émotion, dans le symptôme, dans le comportement répétitif. Elle ne considère pas les troubles comme des erreurs, mais comme des signaux d'un déséquilibre plus large, à la fois psychique, corporel et spirituel. Elle ne sépare pas ce qui relève du corps et ce qui relève de l'âme, mais les met en dialogue, dans une vision vivante, dynamique, organique. Dans cette perspective, accompagner une personne ne revient pas seulement à lui apprendre à réguler ses émotions ou à modifier ses pensées automatiques. C'est l'aider à découvrir le sens profond de ce qu'elle traverse, à devenir l'auteur libre de sa propre transformation, à faire de sa biographie un chemin d'éveil. Ce n'est pas renoncer aux outils de la psychologie contemporaine, mais les inscrire dans une orientation plus large, où chaque technique devient un moyen au service de la liberté intérieure. Cette psychologie de l'âme en devenir suppose une posture thérapeutique renouvelée. Il ne s'agit plus seulement d'intervenir, mais d'écouter avec profondeur, de percevoir les différents plans à l'œuvre dans l'expérience d'une personne, de respecter son rythme d'évolution, de proposer des moyens qui parlent à son niveau de conscience. C'est une psychologie qui prend soin de ce qui est visible tout en honorant ce qui se tisse en silence derrière les symptômes. Ainsi, prendre soin du fonctionnement et de la vocation n'est plus une contradiction. C'est un double mouvement. Aider l'individu à se stabiliser dans sa vie concrète tout en l'accompagnant vers une compréhension plus profonde de ce qu'il est. Cela demande à la fois de la méthode et de l'inspiration, de la précision et de l'intuition. Mais c'est dans cet équilibre que peut naître une approche vraiment humaine de la souffrance, du changement et de la guérison. Tout ce qui a été dit précédemment a permis de confronter deux visions du soin psychique et émotionnel. D'un côté, les TCC, fondés sur l'observation, l'expérimentation et l'efficacité thérapeutique. De l'autre, l'anthroposophie, qui s'ancre dans une compréhension spirituelle de l'être humain, de son destin et de sa vocation intérieure. Loin de s'exclure, ces deux approches se révèlent complémentaires, à condition qu'on ne cherche pas à les réduire l'une à l'autre, mais à les articuler dans le respect de leur logique propre. Les thérapies cognitivo-comportementales ont offert à la psychologie moderne une méthode précise pour accompagner les troubles émotionnels. Elles permettent une régulation fine des affects, une compréhension claire des mécanismes mentaux, une amélioration mesurable de la qualité de vie.
Elle montre que la souffrance psychique peut être traitée, qu'il est possible de modifier ses comportements, de transformer ses pensées, d'apprendre à mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Mais cette efficacité, si précieuse, ne répond pas toujours à la question du sens, car derrière chaque émotion se cache une histoire, un appel, une mémoire vivante. Derrière chaque trouble, il peut y avoir un événement de l'âme, un rendez-vous avec soi-même, une énigme à déchiffrer. L'anthroposophie rappelle que l'homme n'est pas seulement un système de réaction, il est une conscience en devenir, un être en chemin, porteur d'un projet de transformation intérieure. Ce que les TCC abordent comme un dysfonctionnement, l'anthroposophie peut l'éclairer comme un passage, une épreuve de seuil, une occasion d'éveil. Ce que la psychologie observe dans le comportement ou le langage, la science spirituelle le relie à une biographie élargie, à des rythmes de vie, à des impulsions du destin. Ce que les techniques thérapeutiques permettent de réguler, une lecture de l'âme peut chercher à intégrer et transfigurer. Il ne s'agit pas de substituer une vision à l'autre, ni de les fusionner artificiellement. Il s'agit de comprendre que la nature humaine ne se laisse pas enfermer dans une seule approche, qu'elle appelle à être lue sur plusieurs plans à la fois. L'âme humaine est à la fois un tissu de conditionnement et une source de liberté, un champ de force émotionnelle et une matrice spirituelle en travail. Elle a besoin d'ordre, mais aussi de sens. Elle a besoin de soulagement, mais aussi d'élévation. Pour que la clinique de demain soit réellement humaine, il est nécessaire qu'elle accueille cette double exigence, celle de la précision, de l'écoute, de l'efficacité, et celle de la profondeur, de l'intuition, du devenir. C'est en intégrant ces dimensions que le soin devient une œuvre complète, qui ne se contente pas de réparer, mais qui guide, éclaire, accompagne et parfois transforme. L'émotion dans cette perspective n'est plus un simple déséquilibre à contenir. Elle devient un message, une matière vivante, une porte par laquelle l'âme peut se rencontrer, se connaître, se redresser, et s'ouvrir à une lumière plus vaste que ses contours habituels. C'est cette vision élargie, nourrie par la rigueur des sciences psychologiques et la sagesse d'une connaissance spirituelle, qui peut fonder une véritable culture du soin, où l'homme est reconnu dans la totalité de ce qu'il est, en tant que corps en vie, âme en quête et esprit en devenir.